décembre 1804, dans la cathédrale de Notre-Dame de Paris, Napoléon Bonaparte se couronne empereur des Français. L'Europe n'avait jamais vu une montée au pouvoir aussi soudaine et aussi spectaculaire. D'un fils d'une noblesse corse appauvrie au dictateur militaire de la France, en à peine plus de 10 ans. La Révolution et la guerre avaient ouvert la voie à Napoléon vers le trône. La guerre dominerait son règne de 10 ans. Un conflit sans précédent dans l'histoire qui ferait des millions de morts et mettrait un continent en ébullition. Huit mois après le sacre de Napoléon, l'Empire français et son allié espagnol étaient en guerre contre le Royaume-Uni, et Napoléon avait rassemblé une armée de 180 000 hommes le long des côtes de la Manche. Mais tant que la Royal Navy britannique régnait sur les mers, l'invasion était impossible. Mais le Royaume-Uni ne pouvait pas non plus défier la France sur terre. C'est ainsi que le Premier ministre britannique, William Pitt, a tenté de construire une coalition européenne contre Napoléon, en utilisant la diplomatie et l'or. Le Royaume-Uni allait se révéler l'ennemi le plus inébranlable de Napoléon, et sa presse se réjouissait des moqueries incessantes à l'égard de l'empereur français. Le Royaume-Uni et la France étaient d'anciens rivaux, en Europe et à l'étranger. Mais maintenant, Pitt craignait que les conquêtes de Napoléon n'aient rendu la France trop puissante. L'empereur français devait être vaincu, et l'équilibre des puissances de l'Europe rétabli, si l'on voulait un jour instaurer une paix durable. Pitt trouva des alliés volontaires en Europe, parmi les monarques qui méprisaient Napoléon comme un produit de révolution française et une menace dangereuse pour l'ordre existant. L'Autriche nourrissait les griefs les plus profonds, ayant vu son influence en Allemagne et en Italie progressivement érodée par les victoires françaises. La goutte qui fait déborder le vase arrive en mai 1805, lorsque Napoléon se couronne également roi d'Italie à Milan. L'Autriche, la Russie, la Suède et Naples ont rejoint le Royaume-Uni dans une alliance connue sous le nom de Troisième Coalition et a conçu un plan ambitieux pour une série d'offensives conjointes contre la France. L'attaque principale serait menée par une armée combinée austro-russe avançant à travers le Rhin jusqu'en France. Mais Napoléon fut informé de leur projet et réagit avec une rapidité et une décision typique. Il était déterminé à frapper le premier, avant que les Alliés puissent unir leurs forces, et ordonna à son armée, désormais rebaptisée la Grande Armée, de marcher vers le Rhin. Sa cible était l'armée autrichienne du général Mack, qui avait fait une avancée prématurée contre la Bavière, alliée de la France, et se trouvait désormais dangereusement isolée des autres armées alliées. Napoléon ordonna au maréchal Murat, son célèbre commandant de cavalerie flamboyant, de lancer des attaques feintes à travers la forêt noire, tandis que le reste de son armée, avançant à grande vitesse, enveloppait l'armée de Mack par le nord. Cet été-là, la grande armée de Napoléon était à son apogée. Bien entraînée, très motivée, avec ses régiments au complet. De plus, elle avait été réorganisée selon le système des corps, imité plus tard par pratiquement toutes les armées du monde. Chaque corps, commandé par un maréchal, était une mini-armée de 15 à 30 000 soldats, avec sa propre infanterie, sa cavalerie, son artillerie et ses branches de soutien, telles que la reconnaissance, le génie et le transport. Cela signifiait que chaque corps pouvait marcher et combattre indépendamment pendant une durée limitée, permettant à Napoléon de rompre avec l'ancienne doctrine consistant à garder son armée concentrée et avancer avec ses corps largement dispersés. Cela a contribué à dissimuler son véritable objectif et à augmenter la vitesse de déplacement, car l'armée pouvait avancer sur plusieurs routes et vivre de la terre en s'approvisionnant dans des villages dispersés plutôt que de compter sur des wagons de ravitaillement lents.
Une fois la force principale de l'ennemi localisée, l'armée pouvait rapidement se concentrer pour le combat. C'est ainsi que l'armée de Napoléon était capable de se déplacer à une vitesse qui surprenait et désorientait souvent ses ennemis. Mack n'a réalisé le danger dans lequel il se trouvait que lorsqu'il était trop tard. Le corps rapide de Napoléon traversa le Danube derrière lui et encercla son armée. Mack lança une série de contre-attaques mal coordonnées, mais malgré des combats désespérés, les Autrichiens ne parviennent pas à sortir du piège. Mack espérait que l'armée russe de Koutouzov pourrait arriver à temps pour le sauver. Mais les Russes étaient encore à 260 km. C'est ainsi qu'à Ulm, le 19 octobre, après seulement 6 semaines de guerre, Mack rend son armée à Napoléon. On fait près de 60 000 prisonniers autrichiens et Napoléon a porté son premier coup dévastateur contre la coalition. Le général russe Mikhaïl Koutouzov était un commandant expérimenté et prudent, plus prudent que Mack. Son armée était épuisée après sa marche de 1450 km depuis la Russie, mais apprenant la capitulation autrichienne à Ulm et sachant qu'il n'était pas assez fort pour affronter Napoléon seul, il ordonna immédiatement la retraite. Napoléon poursuivit. Les Russes menèrent plusieurs actions d'arrière-garde acharnées, mais ne purent sauver la capitale autrichienne, Vienne, occupée par les Français le 12 novembre. Koutouzov s'est éclipsé à Olomouc, dans l'actuelle République tchèque, où il a été rejoint par des renforts, ainsi que par l'empereur Alexandre de Russie et l'empereur François d'Autriche en personne. Napoléon était furieux que Koutouzov se soit échappé. À présent, son armée était également épuisée et loin de chez elle à l'approche de l'hiver. Il lui fallait engager rapidement une bataille décisive. Heureusement pour lui, l'empereur russe de 27 ans, trop confiant, recherchait la gloire de la bataille, ignorant les préoccupations de son commandant vétéran, le général Koutouzov. Alors que l'armée alliée se rapprochait, Napoléon ordonna à son corps de se concentrer rapidement sur le champ de bataille qu'il avait soigneusement choisi, près de la ville d'Austerlitz. Napoléon a supervisé les dispositions de son armée jusque tard dans la nuit, puis a dormi quelques heures près d'un feu de camp. L'aube marquerait le premier anniversaire de son couronnement en tant qu'empereur, lui promettant une bataille qui ferait ou détruirait son jeune empire. La matinée du 2 décembre 1805 était froide et lumineuse, avec une épaisse brume. Les deux armées de taille presque égale se sont affrontées sur un champ de bataille de 11 km de large. Mais les Alliés tenaient les hauteurs de Pratzen, tandis que le 3e corps français, dirigé par le maréchal Davout, marchait toujours vers le champ de bataille. Voyant le flanc droit de Napoléon étendu finement, les Alliés planifièrent une attaque à grande échelle depuis les hauteurs de Pratzen pour écraser la droite française avant de se retourner pour envelopper l'armée de Napoléon. Ils ne savaient pas que Napoléon comptait sur sa faible aile droite pour attirer les Alliés dans une telle démarche. Après quoi, il lancerait sa propre attaque sur les hauteurs de Pratzen pour couper l'armée alliée en deux. Son plan audacieux reposait sur sa prédiction correcte des mouvements alliés, l'armée rapide du 3e corps de Davout sur sa droite et une contre-attaque parfaitement synchronisée. Alors que les troupes autrichiennes de l'avant-garde du général Kienmeyer affrontent les troupes françaises défendant le village de Telnitz. Face à des obstacles insurmontables, les Français se sont battus avec obstination et courage, mais peu à peu, ils ont été repoussés. Mais les Alliés,
au lieu de mener leur grande attaque enveloppante, n'ont rien fait. La brume matinale et l'arrivée tardive des ordres avaient semé la confusion et les retards, et il fallut encore 1 heure avant que les 3 premières colonnes alliées ne se mettent en mouvement. Bientôt, de violents combats éclatèrent autour du village et du château de Sokolnitz. Le corps du maréchal Davout, qui venait de faire une marche forcée de 112 km en 2 jours, arrive désormais pour renforcer l'aile droite française. Vers 9 heures, sa brigade d'infanterie de tête surgit brusquement à travers la brume et reprend Telnitz, avant d'être repoussée à son tour par des hussards autrichiens. 2 autres brigades de Davout renforcèrent les troupes françaises à Sokolnitz. Alors que la brume commençait à se dissiper, Napoléon constata que, comme il l'espérait, l'aile gauche alliée s'éloignait des hauteurs de Pratzen, et il ordonna au 4e corps du maréchal Soult de commencer son attaque. À l'affolement des commandants alliés, 2 divisions d'infanterie française, jusqu'alors cachées par la brume, furent soudain aperçues s'avançant droit vers le centre allié. Le général Koutouzov fut contraint d'organiser en toute hâte la défense des hauteurs, avec l'aide des troupes de la 4e colonne. 2 heures de combat sanglants s'ensuivirent. Les tirs de mousquet furent si rapides et furieux que les 2 camps furent bientôt à court de munitions et se tournèrent vers la baïonnette. À 11 heures, les Français, bénéficiant de l'avantage en matière d'entraînement et de discipline, avaient sécurisé les hauteurs et enfoncé un profond coin dans la position alliée. Au nord, une bataille de cavalerie géante se développa. Tandis qu'une force russe de l'avant-garde du général Bagration s'emparait du village de Bossenitz, avant d'être stoppée par des tirs de canon venant de la colline du Santon. Une charge décisive de 6 régiments de cavalerie lourde française repousse finalement les Alliés, permettant au 5e corps du maréchal Lannes d'avancer et de s'emparer de Blassowitz et de Krug. Maintenant, le grand-duc Constantin, commandant la garde impériale russe, mena cette dernière réserve alliée dans une tentative désespérée de reconquérir les hauteurs de Pratzen. Un bataillon du 4e régiment de ligne français fut abattu par la cavalerie de la garde russe, perdant son étendard d'aigle dans les combats sanglants. Napoléon, qui s'était déplacé vers les hauteurs, envoya sa propre cavalerie de la garde. Dans cette sombre mêlée entre les cavaliers d'élite des 2 armées, les Français ont finalement pris le dessus. Napoléon avait brisé le centre allié. Il suffisait désormais de refermer le piège sur l'aile gauche alliée, toujours engagée dans de violents combats autour de Sokolnitz. Vers 14 heures, Napoléon ordonne à 4 divisions de se diriger vers le sud et de couper leur retraite. Le général Buxhowden, commandant la gauche alliée, réalise seulement maintenant le danger qu'il encourt. Attaqué de 3 côtés, la seule issue possible est le sud. Beaucoup de ses troupes ont été contraintes de fuir à travers des étangs gelés. L'artillerie française ouvre le feu, tentant de briser la glace avec ses boulets de canon. Environ 200 hommes et des dizaines de chevaux se sont noyés dans l'eau glaciale. Mais pas les milliers de propagandes de Napoléon. L'empereur français avait remporté une brillante victoire. Son armée avait fait plus de 10 000 prisonniers et capturé 45 étendards ennemis. Des milliers de morts et de blessés de tous bords ont jonché le champ de bataille, dont beaucoup sont restés sans soins pendant des jours. La bataille des 3 empereurs, comme on l'a connue, fut un coup dur pour la 3e coalition. Alors que les forces russes se retiraient en Russie, François Ier d'Autriche fut contraint d'accepter un règlement humiliant avec la France. Acceptant de payer une indemnité de 40 millions de francs,
et de céder davantage de territoire en échange de la paix. Mais entre-temps, la nouvelle était parvenue à Napoléon d'une désastreuse défaite franco-espagnole en mer, au large du cap de Trafalgar. L'amiral britannique Lord Nelson, au prix de sa propre vie, avait orchestré une victoire si complète qu'elle assurait la domination navale britannique, non seulement pour le reste de la guerre, mais aussi pour les 100 années suivantes. Le Royaume-Uni, maître de la mer, Napoléon, imbattable sur terre, la baleine et l'éléphant, ni l'un ni l'autre ne peuvent rivaliser avec l'autre dans leur propre domaine. Lorsque William Pitt a reçu la nouvelle de la victoire de Napoléon à Austerlitz, il aurait dit « Enroulez cette carte de l'Europe, on n'en voudra pas pendant 10 ans. » Un mois plus tard, Pitt était décédé, mais son avertissement selon lequel l'Europe serait confrontée à encore 10 années de guerre et de bouleversements devait s'avérer prophétique. En décembre 1805, à la bataille d'Austerlitz, Napoléon Bonaparte, empereur des Français, remporte une victoire écrasante contre les forces conjointes de l'Autriche et de la Russie. Napoléon dominait désormais l'Europe, capable de distribuer le butin comme bon lui semblait. En février 1806, il envoie une armée dirigée par le maréchal Masséna pour renverser le roi de Naples, qui avait osé se ranger du côté de ses ennemis, et confie son trône à son propre frère, Joseph. Un autre frère, Louis, fut nommé roi de Hollande. Ses alliés allemands, la Bavière et le Wurtemberg, furent élevés au rang de royaume. Tandis que Napoléon se faisait protecteur de la Confédération du Rhin, une nouvelle alliance d'États allemands qui fournirait 60 000 soldats à son armée. Conscient de cette nouvelle réalité, l'empereur François d'Autriche a officiellement dissous le Saint-Empire romain germanique, fondé par Charlemagne 1000 ans auparavant, mais désormais sans influence ni objectif. L'Autriche avait été humiliée, la France reste en guerre contre le Royaume-Uni, la Suède et la Russie. Mais à l'été 1806, tous les regards étaient tournés vers la Prusse. Le roi prusse, Frédéric Guillaume III, considérait Napoléon avec une profonde méfiance et était sur le point de rejoindre la coalition contre lui lorsque la nouvelle de sa désastreuse défaite à Austerlitz arriva. Il était fortement influencé par son épouse, la célèbre et populaire reine Louise, qui détestait la France et Napoléon. Elle dirigeait l'influent parti de la guerre à la cour de Prusse. Les choses ont atteint leur paroxysme à propos de la Hanovre, un État allemand qui avait appartenu au roi britannique George III, occupé par les Français et donné par Napoléon à la Prusse, en compensation d'autres changements territoriaux. Les Prussiens apprenaient alors que Napoléon avait secrètement proposé de rendre Hanovre au Royaume-Uni en échange de la paix. Les conseillers de Frédéric le persuadèrent désormais que la guerre était la seule voie honorable. Mais la Prusse a alors commis une erreur stratégique fondamentale, envoyer un ultimatum à Napoléon sans consulter ses nouveaux alliés de la 4e coalition. Leur force était trop loin pour aider la Prusse, qui affronterait désormais la grande armée de Napoléon avec pour seul soutien le petit État de Saxe. En 1806, l'armée prussienne avait une réputation redoutable, qui remontait à 50 ans du règne de Frédéric le Grand. Napoléon, étudiant en histoire, la considérait avec respect. Mais l'armée prussienne avait pu se reposer sur ses lauriers. Ses généraux étaient vieux, son travail d'état-major entravé par la bureaucratie et les rivalités personnelles, ses mouvements
lourd et prévisible. On pouvait cependant compter sur les soldats prussiens pour combattre avec fierté et détermination, tandis que la cavalerie prussienne était considérée comme l'une des meilleures d'Europe. En octobre 1806, Napoléon envahit la Saxe avec une armée de 166 000 hommes et 256 canons. Avançant en 3 colonnes, les Français traversèrent les forêts des montagnes du Thuringerwald, le long de routes soigneusement reconnues par ses éclaireurs et espions. Napoléon avait l'intention de menacer Leipzig et de forcer une bataille décisive avec l'armée prussienne, qu'il croyait proche de Guérat. Les Prussiens étaient en fait plus à l'ouest, se concentrant près de Erfurt, sur la rive ouest de la Saale. Son commandant, le duc de Brunswick, avait espéré menacer le flanc de l'avancée de Napoléon. Mais pris à contre-pied par la vitesse des Français, il ordonna alors une retraite vers le nord pour trouver une nouvelle ligne défensive. Le 10 octobre, à Saalfeld, le 5e corps du maréchal Lannes affronte une avant-garde prussienne commandée par le prince Louis-Frédéric, cousin du roi. La force prussienne fut mise en déroute et le prince lui-même fut tué au combat avec un quartier-maître du 10e hussards français. 3 jours plus tard, Lannes prit contact avec une importante force prussienne près de Iéna et envoya des nouvelles à Napoléon. L'empereur français, croyant avoir retourné l'armée prussienne principale, donna rapidement l'ordre à son corps de se concentrer pour la bataille à Iéna. Le 1er corps de Bernadotte et le 3e corps de Davout devaient traverser la Saale et tomber sur le flanc prussien par le nord. Mais Napoléon avait tort. Lannes faisait face à une arrière-garde prussienne forte de 35 000 hommes, commandée par le général Hohenlohe. La principale armée prussienne, composée de 52 000 hommes, sous les ordres du duc de Brunswick, se trouvait plus au nord, se dirigeant directement sur le chemin du 3e corps de Davout. La bataille de Iéna a débuté le 14 octobre à 6h30, dans un épais brouillard. Le 5e corps du maréchal Lannes avait déjà pris pied sur le plateau à l'ouest de la ville et du fleuve. Sa première tâche fut de repousser les Prussiens et de gagner de la place pour que le reste de l'armée française, arrivant d'heure en heure, puisse se déployer. Son infanterie ouvre la voie et de violents combats éclatent pour les villages de Cospeda, Clausewitz et Lutzeroda. Pendant ce temps, le 7e corps d'Augereau avançait à travers un ravin et débouchait sur le plateau sur le flanc gauche de Lannes, tandis que le 6e corps de Soult gravissait des chemins escarpés pour se former sur sa droite. Napoléon rejoint Lannes au centre du champ de bataille, organisant une batterie de 25 canons pour soutenir l'attaque de Vierzehnheiligen. Le village fut gagné, mais ensuite perdu face à une contre-attaque prussienne déterminée. Sur la droite, vers 10h, l'infanterie de Soult sécurise Clausewitz, mais est contre-attaquée sur son flanc droit, près de Rodigen. Une charge décisive de la cavalerie légère de Soult chassa les Prussiens, mettant en déroute leur infanterie et capturant 2 drapeaux ennemis. Alors que le 6e corps commençait à arriver sur le plateau, son commandant intrépide mais impétueux, le maréchal Ney, ignora les ordres et se lança dans les combats autour de Vierzehnheiligen, ce retrouvement brièvement interrompu par une contre-attaque prussienne et devant être secouru par la cavalerie de la garde. Le général Hohenlohe s'attendait à tout moment à l'arrivée de 15 000 soldats supplémentaires sous les ordres du général Ruchel. Jusque-là, il est resté largement inactif, renforçant sa ligne et ordonna des contre-attaques limitées. Mais il n'avait plus de temps.
Napoléon avait commencé la journée avec seulement 25 000 hommes. À 12h30, un flux constant de renforts avait porté ses effectifs à 96 000 hommes. Alors que l'empereur passait devant la garde impériale, un jeune soldat, impatient d'être envoyé au combat, cria « En avant !» Napoléon s'arrêta et demanda qui avait parlé, puis réprima le soldat comme un jeune imberbe qui ne devrait pas offrir des conseils tant qu'il n'ait pas lui aussi donné des ordres dans 30 batailles. Mais le moment était venu. Bien que la garde, à sa grande frustration, soit restée en réserve, les autres corps français reçurent l'ordre d'avancer dans une attaque générale. L'armée prussienne commença à céder du terrain. Elle garda d'abord sa discipline, puis se désintégra dans une déroute générale. La cavalerie de Murat fut lancée à sa poursuite, descendant et sabrant des centaines de Prussiens en fuite. Les 2 divisions du maréchal Rutschel avancèrent enfin, au pire moment possible. Ils retardèrent brièvement l'avancée du 5e corps, mais furent bientôt débordés, brisés par des tirs de canon et chargés par les cuirassés français. Pendant ce temps, à 19 km au nord, près d'Auerstedt, le maréchal Davout marchait vers le sud-ouest, espérant tomber sur l'aile gauche prussienne à Jena. Au lieu de cela, il rencontra la principale armée prussienne du duc de Brunswick, se dirigeant vers le nord pour prendre de nouvelles positions. Le 3e corps de Davout, 27 000 hommes et 48 canons, était sur le point de faire face à un rapport de 2 contre 1, tandis que le 1er corps de Bernadotte, qui avait pour ordre de soutenir Davout, était introuvable. Davout, surnommé le maréchal de fer, ne montre aucun signe d'inquiétude. Il forme sa première division en une ligne défensive centrée sur le village de Hassenhausen, son infanterie formant des carrés pour repousser une série de charges de cavalerie de l'avant-garde du général Blücher. Ces 2 autres divisions d'infanterie arrivèrent pour renforcer la ligne, tenant bon face aux attaques prussiennes répétées. Mais les mouvements prussiens étaient lents et mal coordonnés. Et ils n'utilisaient pas non plus leur avantage numérique pour tenter de déborder Davout. À un moment crucial, le duc de Brunswick reçut une balle dans les yeux, une blessure qui s'avéra mortelle. Le roi Frédéric Guillaume lui-même prit le commandement. Plusieurs unités prussiennes restèrent non engagées, mais le roi, convaincu d'affronter le gros de l'armée française sous Napoléon, hésite. Vers 12h15, le maréchal Davout contre-attaque. L'armée prussienne fait demi-tour et s'enfuit. Davout avait remporté une victoire éclatante contre toute attente, mais au prix fort. Son corps subit 25% de pertes, un homme sur 4 tué ou blessé, tout en infligeant 2 fois plus de pertes aux Prussiens. Lorsque Napoléon apprit que le maréchal Davout avait engagé et vaincu la principale armée prussienne, il réagit d'abord avec incrédulité, puis fit l'éloge du maréchal de fer, lui attribuant plus tard le titre de duc d'Auerstedt. Le maréchal Bernadotte, en revanche, a failli être traduit en cour martiale pour ne pas avoir soutenu Davout. L'armée de Napoléon entame une poursuite magistrale des Prussiens vaincus, ne leur laissant pas le temps de rassembler leurs forces. 2 semaines après les 2 batailles de Jena, les troupes de Napoléon, dirigées par l'héroïque 3e corps de Davout, entrèrent dans Berlin. Le lendemain, le général Hohenlohe se rendit à Prenzlau. À Lübeck, le général Blücher et 20 000 Prussiens furent chassés de la ville au cours de violents combats et contraints de se rendre. Tandis que 25 000 Prussiens assiégés à Magdebourg se rendaient au maréchal Ney,
L'armée prussienne avait été dévastée par une guerre éclair napoléonienne. En seulement 33 jours, la Prusse avait perdu 20 000 soldats, 140 000 prisonniers, 800 canons et 250 étendards. C'était une humiliation que les fiers Prussiens, comme le général Blücher, n'oublieraient ni ne pardonneraient. Contrairement à la Saxe, le roi Frédéric Guillaume refusa de faire la paix avec Napoléon. Il a continué à tenir bon en Prusse orientale, faisant confiance aux armées russes qui approchaient pour sauver son royaume. Malgré une nouvelle victoire glorieuse de Napoléon et de la Grande Armée, la guerre n'est pas encore gagnée. Une semaine avant Noël 1806, l'empereur français Napoléon Bonaparte arrive dans la ville polonaise de Varsovie, qui fait alors partie de la Prusse. Un an s'est écoulé depuis sa grande victoire sur les Autrichiens et les Russes à Austerlitz, et 2 mois depuis qu'il a écrasé les Prussiens à Iéna. Mais la Russie dispose encore de puissantes forces sur le terrain, dont la plus importante est la première armée russe, commandée par le général Bennigsen. Napoléon ne sera maître de l'Europe que lorsque le général aura été vaincu et que la Russie et la Prusse auront été contraints de faire la paix. Mais cet hiver-là, la première tentative de Napoléon pour piéger Bennigsen près de Bultusk s'enlisa dans l'épaisse boue polonaise. Les Russes se retirèrent à Białystok. L'armée française, à moitié affamée et gelée, fut envoyée dans ses quartiers d'hiver. À Varsovie, Napoléon entame une liaison célèbre avec une jeune femme de la noblesse polonaise, Marie Walewska. À la fin du XVIIIe siècle, la puissante République des 2 nations avait été engloutie par ses voisins, la Russie, l'Autriche et la Prusse, dans une série d'annexions connues sous le nom de partitions, jusqu'à ce qu'en 1795, une 3e et dernière partition raya la Pologne de la carte. Les patriotes polonais considérèrent alors Napoléon comme leur sauveur, priant pour que ses victoires contre les occupants conduisent à la renaissance d'un État polonais. Marie Walewska devient la maîtresse de Napoléon pour servir cette cause. Les soldats français ordinaires, cependant, n'aiment guère la Pologne. Elle était appauvrie, glaciale, et ils avaient le manque du pays. Les taux de désertion grimpèrent en flèche. On dénombra même une centaine de cas de suicide. Le maréchal Ney, commandant le 6e corps d'armée, envoya des patrouilles vers Heilsberg à la recherche de meilleurs quartiers. Elles découvrirent des soldats russes et prussiens en mouvement. Elles étaient tombées sur une attaque hivernale surprise de Bennigsen. Napoléon tendit rapidement un piège à l'armée russe, ordonnant à Ney et Bernadotte de battre en retraite et d'attirer Bennigsen vers l'ouest, tandis qu'il mènerait le reste de l'armée vers le nord pour tomber sur ses flancs et ses arrières. Mais les Russes capturèrent un courrier français qui avait transmis les ordres de l'empereur au maréchal Bernadotte. Bennigsen eut vent des manœuvres de Napoléon juste à temps et commença une retraite précipitée. S'ensuivirent 5 jours de marche acharnée. L'avant-garde du maréchal Murat talonnait les Russes tout au long du chemin. Mais malgré une série d'assauts furieux contre leur arrière-garde, habilement commandée par le prince Bagration, les Français ne parvinrent pas à percer. La poursuite s'est poursuivie, même si les températures ont chuté.
Au nord, Ney suivait le corps prussien de l'Estoc, tandis que le 4e corps de Soult suivait l'arrière-garde russe jusqu'à la petite ville prussienne orientale d'Eylau. Dans l'après-midi du 7 février, les troupes du maréchal Soult avancent sur la route glacée vers Eylau. Ils la trouvent tenue par la division russe du général Barclay de Tolly, retranchée le long d'une ligne de clôture, de fossés et de barricades. Juste avant le crépuscule, des combats confus ont commencé autour du cimetière de la ville. De plus en plus de troupes furent entraînées dans des combats acharnés. Les Français prennent le cimetière avec une charge furieuse à la baïonnette, mais doivent ensuite résister à une contre-attaque russe déterminée, menée par Barclay lui-même, qui est grièvement blessé par la mitraille. De violents combats de rue se poursuivent tard dans la nuit. Mais les Français finirent par l'emporter, avec 4000 victimes de chaque côté. Les soldats comme les officiers furent stupéfaits par la sauvagerie des combats. À la tombée de la nuit, les températures ont chuté de façon spectaculaire. De nombreux blessés meurent de froid là où ils sont tombés. Les Français pillèrent Eylau pour s'approvisionner en vivres et en bois de chauffage. De nombreux soldats russes furent obligés de dormir à l'extérieur, enveloppés seulement dans leurs capotes, et il leur était interdit d'allumer des feux. Cette nuit-là, la plus grande crainte de Napoléon était que les Russes s'enfuient sous le couvert de l'obscurité, le privant ainsi de la bataille décisive qu'il désirait ardemment. Il n'avait pas à s'inquiéter. Bennigsen avait fini de courir. Ici, à Eylau, les Russes avaient décidé de se battre. Avant l'aube, Napoléon était sur la butte du cimetière d'Eylau, essayant d'apercevoir les lignes russes à travers sa lunette. Il fut surpris par ce qu'il vit. 67 000 Russes entassés sur 2 grandes lignes le long d'un front de 4,8 km, avec des villages bien défendus ancrant leurs 2 flancs. Un terrain découvert s'étendait entre les 2 armées, offrant un champ de tir dégagé pour les 400 canons de Bennigsen, une quantité énorme d'artillerie pour une armée de l'époque. Napoléon dispose du corps réduit de Soult et d'Agereau, ainsi que de la garde impériale et de la cavalerie de réserve de Murat, soit seulement 45 000 hommes et 137 canons. Mais Napoléon attendait l'arrivée du 3e corps de Davout, fort de 15 000 hommes. Il arriverait en parfaite position pour tomber sur le flanc ennemi. À l'aube, alors que les troupes françaises prenaient encore position, des centaines de canons russes ouvrirent le feu dans une déflagration massive. À Eylau, c'était le chaos. Les boulets de canon s'écrasaient à travers les bâtiments et déchiraient les hommes. Les canons français répondirent bientôt aux Russes avec la même férocité. Il s'agissait du plus grand duel d'artillerie combinée que le monde ait jamais connu. Cela dura presque 3 heures. Si Bennigsen disposait de plus de canons, les équipages français étaient plus expérimentés, et face aux lignes russes très serrées, ils ne pouvaient pas rater leur coup. Pendant ce temps, les 2 divisions de tête de Davout arrivaient sur le champ de bataille, dangereusement placées sur le flanc gauche russe. Mais avant qu'ils puissent attaquer, le prince Golitsyn frappa le premier avec sa brigade de cavalerie. Les vétérans de Davout
repoussèrent les cavaliers par un feu discipliné. La charge de Golitsyn a cependant donné au général Bagovout le temps de réorganiser sa ligne défensive pour faire face à la nouvelle menace. Lorsque le maréchal de fer attaqua vers 8 heures du matin, il trouva l'ennemi retranché sur une crête avec un formidable soutien d'artillerie. La division de tête de Davout fut repoussée, subissant une perte de 1500 hommes. Cet échec de Davout alarma Napoléon. Il craignait que les Russes ne se retirent avant que son piège ne se referme. C'était, décida-t-il, le moment critique de la bataille. Il envoya le 7e corps du maréchal Augereau et la division du général Saint-Hilaire des ordres clairs: empêcher les Russes de fuir. Il devait pour cela lancer une attaque frontale contre l'ennemi. Le maréchal Augereau, âgé de 49 ans, connaissait et servait Napoléon depuis son premier commandement en Italie et la brillante campagne de 1796. Mais ce matin-là, il était très malade. À 10 heures du matin, attaché à son cheval, il mène en avant les 12 000 hommes du 7e corps, juste au moment où de fortes chutes de neige commencèrent à tomber. La visibilité étant réduite à quelques mètres, les divisions d'Augereau dévièrent de leur trajectoire et se retrouvent directement en face de l'artillerie russe, en plein cœur du duel d'artillerie. Les boulets de canon français et russes déchirèrent leurs rangs. Les hommes d'Augereau continuèrent leur progression avec acharnement, mais alors qu'ils s'approchaient de la ligne russe, la tempête de neige cessa soudainement. Une division s'est retrouvée face à 70 canons russes, à une distance de seulement 30 mètres. Quelques secondes plus tard, ces premiers rangs sont anéantis par les mitrailleuses russes. Une autre division française a percé la ligne ennemie, mais elle est encerclée sur 3 côtés par les baïonnettes russes et anéantie. Le cheval d'Augereau fut tué sous lui, le laissant grièvement blessé. Alors que les survivants de son corps s'éloignaient en titubant du chemin par lequel ils étaient venus, la cavalerie et l'infanterie russe avançaient. Les unités ont été débordées, des régiments entiers ont été engloutis, l'ordre et la discipline se sont effondrés. L'une des rares unités à maintenir l'ordre était le 14e régiment d'infanterie, surnommé le Brave, pour son rôle héroïque à Rivoli 10 ans auparavant. Mais maintenant, ils étaient en infériorité numérique et encerclés. Le régiment résista courageusement, mais fut taillé en pièces, subissant 75% de pertes et la perte de son étendard. En l'espace de 30 minutes seulement, les Russes infligent 5000 pertes au 7e corps d'Augereau. En réalité, il avait cessé d'exister. Ce fut l'un des pires désastres sur le champ de bataille des guerres napoléoniennes. Pour les Français, Eylau n'était plus un combat pour la victoire, mais une lutte pour la survie. Du haut du cimetière d'Eylau, Napoléon assiste à la catastrophe qui engloutit le corps d'Augereau. Il savait qu'il devait stabiliser la situation immédiatement et gagner du temps pour réorganiser son centre et pour que le corps de Davout arrive en force. L'empereur se tourna alors vers Murat et sa grande réserve de cavalerie. C'était un pari désespéré. Les chevaux étaient fatigués et souffraient du froid. Ils seraient en infériorité numérique et sans soutien de l'infanterie. Mais le flamboyant et apparemment intrépide maréchal Murat ne s'est pas laissé décourager. Il rassembla 40 escadrons de cavalerie, 5000 dragons et cuirassiers.
et les lança en avant. Ainsi commença l'une des charges de cavalerie légendaires des guerres napoléoniennes. Incapable de se déplacer plus vite qu'au pas, en raison des terribles conditions, la cavalerie de Murat présentait néanmoins un formidable mur d'hommes, de chevaux et d'acier. Les dragons du général Grouchy, en tête, repoussèrent l'avancée des Russes. Les cuirassiers blindés d'acier d'Hautpoul s'élancèrent alors en avant sur leurs chevaux géants. Trouvant une brèche entre deux divisions russes, ils l'utilisèrent pour percer la ligne ennemie. Avec un élan apparemment imparable, les coureurs se sont lancés en avant. Mais cela ne pouvait pas durer. Alors qu'ils s'approchaient du quartier général de Bennigsen, une batterie russe ouvrit le feu sur les cavaliers français à coups de mitraille. D'Hautpoul lui-même fut mortellement blessé. L'élan français fut perdu. Alors que la contre-attaque russe commençait, Murat ordonna à ses escadrons de se regrouper et de se retirer. Il a failli ne pas y parvenir. La 4e division russe s'était déplacée pour bloquer sa fuite. Voyant cela, Napoléon ordonne au maréchal Bessières de conduire en avant la cavalerie de la garde. Il s'agissait de 2000 des meilleurs cavaliers d'Europe. Et au cri de « Vive l'empereur !», ils avancèrent dans la masse tourbillonnante de boulets de canon et de neige. Lorsque le colonel Lepic vit ses hommes se baisser, il s'écria « Haut la tête, pardieu! C'est de la mitraille, pas de la merde !» Les chasseurs de la garde chargèrent le premier carré d'infanterie russe qu'ils rencontrèrent, dispersèrent les artilleurs ennemis et ouvrirent un chemin aux escadrons en retraite de Murat. La charge française à Eylau restera dans les mémoires comme l'une des manœuvres militaires les plus audacieuses et les plus désespérées de l'époque. Les pertes furent terribles en hommes et en chevaux, mais la mission fut accomplie. L'avancée russe fut stoppée net et l'initiative revint à Napoléon. Le 3e corps du maréchal Davout, les célèbres héros d'Auerstedt, 4 mois plus tôt, était désormais arrivé en force suffisante pour lancer un assaut à grande échelle. Anticipant cela, Bagovout s'est retiré sur une nouvelle ligne défensive sur le Kriegerberger, une hauteur dominante parfaite pour l'artillerie. S'ensuivirent 2 heures de combat chaotiques. Chaque avancée française était contestée par une contre-attaque russe féroce. Mais appuyé par les dragons et la division Saint-Hilaire, le 3e corps écrase lentement l'ennemi. Bennigsen fut contraint d'envoyer sa dernière réserve, la 14e division de Kamensky. Appuyé par la cavalerie, il repoussa les Français de Kleinsausgarten et à travers les champs au-delà jusqu'à ce que sa propre avance soit stoppée par l'artillerie française. Lorsque Davout reprend son attaque à 15 heures, la ligne russe cède. Le château de Kriege fut pris, ainsi que le quartier général de Bennigsen à Auklappen. Bennigsen avait réussi à réunir suffisamment d'unités pour improviser une nouvelle ligne défensive. Mais les canons français, acheminés jusqu'au Kriegerberger, ouvrirent un feu dévastateur. La pression française était irrésistible. Le flanc russe allait sûrement s'effondrer à tout moment, offrant à Napoléon la victoire décisive qu'il recherchait tant. Tout ce qu'il manquait était un dernier effort. Tôt ce matin-là,
Bennigsen avait envoyé des ordres urgents au général prussien Anton von Lestock pour qu'il rejoigne l'armée principale avec son corps le plus rapidement possible. Bien qu'âgé de près de 70 ans, Lestock était toujours aussi énergique qu'au cours de son service sous Frédéric le Grand et était assisté d'un chef d'état-major très compétent, le colonel Gerhard von Scharnhorst. Le corps de Lestock, fort de 9000 hommes, se trouvait à 13 km au nord-ouest d'Eylau, sous la surveillance étroite du 6e corps du maréchal Ney. Ses ordres étaient d'empêcher à tout prix la jonction des Prussiens avec les Russes. Mais grâce à des marches forcées sur des routes de campagne gelées et vallonnées, Lestock parvint à contourner les troupes de Ney. À la grande joie de Bennigsen, en début d'après-midi, les Prussiens arrivèrent à Schmoditten. Son flanc gauche était en ruine, il n'avait pas de temps à perdre. À 16h, les Prussiens de Lestock chargent. Les hommes de Davout marchaient et combattaient depuis plusieurs heures et étaient complètement épuisés. Ils réussirent à tirer quelques volées de balles avant de se retourner et de s'enfuir. La cavalerie russe les poursuivit. Le maréchal Davout, avec seulement une division intacte restante, se préparait à prendre position sur le Kriegerberger. « Les braves !» cria-t-il, « trouveront ici une mort glorieuse. » Heureusement pour Davout, les attaques ennemies étaient mal coordonnées et sa batterie de 40 canons infligea de terribles pertes. Vers 17h30, à la nuit tombée, le corps de Ney arrive à la poursuite des Prussiens et prend Schmoditten. Cette nouvelle menace força Bennigsen à cesser son attaque sur Davout. Et alors que l'obscurité tombait, le massacre de la journée prit enfin fin. Depuis que Napoléon s'était couronné empereur en 1804, chaque campagne, chaque bataille qu'il avait menée s'était soldée par un brillant succès. Mais plus maintenant. Bennigsen, apprenant l'ampleur réelle des pertes de son armée et son manque critique de munitions, se retira dans la nuit. Les Français se retrouvèrent face à un champ de bataille gelé et jonché de cadavres, permettant à Napoléon de revendiquer la victoire. Mais en réalité, Eylau avait été un massacre meurtrier, sans vainqueur. Comme s'exclamait le maréchal Ney en voyant le champ de bataille, « Quel massacre !» et sans résultat. Le nombre exact de victimes est inconnu, en raison du chaos et des conditions de la bataille, ainsi que de l'ampleur des pertes. Mais il est probable que les Russes avaient perdu 20 000 hommes, tués, blessés ou capturés. Les Français, peut-être jusqu'à 25 000. Ce qui est clair, c'est que des milliers de vétérans français, les vainqueurs d'Ulm, d'Austerlitz et de Jena, ont trouvé la mort dans les champs enneigés de la Prusse orientale. La grande armée de Napoléon allait remporter encore de nombreuses autres grandes victoires, notamment une victoire écrasante sur les Russes de Bennigsen à Friedland, 4 mois plus tard. Mais, après les pertes brutales d'Eylau, rien n'était plus comme avant. Après les horreurs d'Eylau, les deux armées cherchèrent à se reposer et à récupérer. Pendant ce temps, le 10e corps français nouvellement formé, sous les ordres du maréchal Lefebvre, assiégea Danzig, tenu par 13 000 Prussiens sous les ordres du général Kalkreutz. La ville subit de lourds bombardements français et des assauts d'infanterie. Au bout de 8 semaines sans perspective de renfort, la garnison prussienne se rendit le 27 mai.
Le flanc nord et maritime de Napoléon était désormais protégé contre tout bombardement russe éventuel. L'empereur français était désormais à la tête d'une armée forte de 190 000 hommes, contre seulement 115 000 soldats russes et prussiens. Mais c'est Bennigsen qui agit le premier, en lançant une attaque surprise contre le 6e corps de Ney, le 5 juin. Ney effectua un brillant repli et s'échappa. Bennigsen, ayant perdu l'élément de surprise et face à l'avancée de Napoléon, battit à nouveau en retraite. 4 jours plus tard, à Heilsberg, les Français perdent 10 000 hommes lors d'un assaut manqué contre les défenses russes. Mais les Russes poursuivirent leur retraite le lendemain. Napoléon pensait que Bennigsen se dirigeait au nord vers Königsberg, mais au lieu de cela, il battit en retraite vers le nord-est, en restant sur la rive est de l'Alle. Ainsi, lorsque l'armée napoléonienne s'était mise en marche vers le nord, c'est le corps de réserve du maréchal Lannes, sur son flanc droit, qui avait rencontré l'armée russe, près de la petite ville de Friedland. Le 13 juin, en fin d'après-midi, des éclaireurs de la cavalerie russe informèrent le général Bennigsen qu'ils avaient trouvé un seul corps d'armée français à Friedland. Bennigsen décida qu'il avait le temps de traverser l'Alle et d'écraser ce corps isolé, et ce, avant que le reste de l'armée française n'arrive pour le sauver. Il ordonna à son armée de commencer à traverser la rivière. Le maréchal Lannes, à la tête de 16 000 hommes et face à 46 000 Russes, envoya un message urgent à Napoléon pour lui signaler qu'il était attaqué par le gros de l'armée russe. Il mena alors une habile action de retardement, dissimulant la faiblesse de ses forces derrière un large écran de tirailleurs, tout en cédant progressivement du terrain à l'ennemi. Lannes tint toujours tête aux Russes, alors que l'obscurité s'abattit. Cette nuit-là, les ingénieurs russes construisirent 3 ponts flottants à Friedland, afin d'accélérer le mouvement des troupes sur la rivière. Mais Bennigsen prit un risque énorme. Si la bataille devenait importante, son armée devrait se battre en tournant le dos à la rivière et les rives escarpées du canal du Moulin séparaient son aile gauche de son aile droite. Bennigsen avait également sous-estimé la vitesse de réaction de la grande armée de Napoléon. Les premiers renforts français arrivèrent cette nuit-là. L'empereur lui-même n'était pas loin derrière. À l'aube du 14 juin, environ 40 000 Russes avaient franchi la rive ouest de l'Alle. Bennigsen ordonna une attaque sur le village de Heinrichsdorf afin de tourner le flanc gauche français. Mais des renforts de cavalerie français, menés par le général Grouchy, interceptèrent les Russes. Après plus d'1 heure de charge et de contre-charge, les cavaliers français finirent par repousser les Russes. Le 8e corps du maréchal Mortier arriva alors pour renforcer le centre français. Dans le bois de Sortlack, la division d'élite de grenadiers du général Oudinot se battit avec opiniâtreté contre l'aile gauche du prince Bagration, mais elle fut surpassée en nombre par les Russes et progressivement repoussée. Vers midi, par une journée étouffante, Napoléon lui-même arriva. Il est bientôt suivi par le 1er corps d'armée, commandé par le général Victor, qui remplaça le maréchal Bernadotte blessé, le 6e corps d'armée de Ney,
et la garde impériale, commandée par le maréchal Bessières. La date du 14 juin revêtait une importance particulière pour Napoléon. C'était le 7e anniversaire de sa grande victoire sur les Autrichiens à Marengo. Un bon présage, déclara-t-il. La bataille connut alors une accalmie. Napoléon évalua la situation, constata la position dangereuse de Bennigsen et donna l'ordre d'attaquer pour en tirer parti. Entre-temps, Bennigsen, qui avait été tourmenté par des problèmes de santé tout au long de la journée, voit qu'il est maintenant confronté à toute la puissance de l'armée napoléonienne et donna l'ordre de battre en retraite. Mais avant que la retraite de Bennigsen ne puisse commencer, à 17h30, 3 salves des canons français signalèrent le début de l'attaque de Napoléon. Elle fut menée par le 6e corps de Ney sur l'aile droite, qui dégagea d'abord l'infanterie de Bagration du bois de Sortlack. Mais lorsque les troupes de Ney quittent le couvert des arbres, elles furent soumises au feu nourri des canons russes de l'autre côté de la rivière. Alors que l'attaque française s'essoufflait, le prince Bagration rallia ses hommes et lança une contre-attaque de cavalerie. Le corps de Ney battit en retraite. Mais voilà que le premier corps du général Victor arriva sur sa gauche. Son commandant d'artillerie, le général Sénarmont, s'avança avec 30 canons et bombarda les Russes à bout portant avec de la grenaille. Des centaines de Russes furent abattus en quelques minutes. Sous cet assaut, les hommes de Bagration commencèrent à vaciller, puis à battre en retraite. Vers 19h, la garde impériale russe lança une contre-attaque désespérée pour tenter d'arrêter l'avancée française sur Friedland. Mais ils étaient moins nombreux et moins bien armés. Alors que les explosions d'obus commencent à déclencher des incendies à Friedland, le centre et l'aile gauche française se joignirent à la bataille. Menacée dans sa seule voie de sortie, l'armée russe tout entière entama une retraite paniquée vers la rivière. Mais les maisons et les ponts de Friedland étaient désormais en flammes. La ville devint un piège mortel pour les Russes. Beaucoup se noyèrent en essayant de traverser la rivière, d'autres furent tués ou capturés. Au nord de Friedland, certaines unités purent s'échapper en traversant un gué ou en longeant la rive. Mais il était impossible de dissimuler la terrible défaite des Russes. La bataille de Friedland était l'une des victoires les plus décisives de la carrière de Napoléon. Au prix de 10 000 pertes, il en avait infligé 2 fois plus aux Russes. Environ 20 000 hommes tués, blessés ou faits prisonniers, soit à peu près 40% de l'armée de Bennigsen. Le lendemain, les Prussiens abandonnèrent Königsberg, qui fut occupé par le 4e corps d'armée de Soult, tandis que l'armée de Bennigsen, en lambeaux, se retire en Russie en traversant le Niémen. Les conseillers du tsar Alexandre l'implorèrent de faire la paix avec Napoléon. Il accepta leurs conseils et un cessez-le-feu fut conclu. Alexandre et Napoléon se rencontrèrent pour la première fois sur un radeau au milieu du fleuve Niémen, près de Tilsit, et nouèrent des relations immédiates. Tilsit s'avéra être l'un des plus grands sommets diplomatiques de l'histoire. Les 2 empereurs s'étaient fêtés pendant des jours, avec des banquets, des défilés et des concerts, puis ayant discuté de leurs affaires jusqu'à tard dans la nuit, une sorte d'amitié se développa. Tandis que l'ancien allié de la Russie, le roi Frédéric Guillaume de Prusse, fut laissé pour compte. Et ce fut la Prusse qui perdit le plus dans les traités de Tilsit, signés 2 semaines plus tard.
Un tiers du territoire prussien lui fut retiré pour créer le nouveau royaume de Westphalie, dirigé par Jérôme, le frère de Napoléon, âgé de 22 ans. Et le duché de Varsovie, dirigé par le roi de Saxe, dont les patriotes polonais espérèrent qu'il constituerait un tremplin sur la voie de la création de leur propre État. Les troupes polonaises furent recrutées dans la Grande Armée. Les lanciers polonais faisaient même partie de la garde impériale d'élite de Napoléon. La Russie ne dut céder que les îles Ioniennes. Car Alexandre accepta une alliance avec Napoléon, qui maintint l'empereur français maître de l'Europe. Alexandre a même accepté de participer au blocus continental, la politique économique de Napoléon contre la Grande-Bretagne, qui interdisait aux navires et aux marchandises britanniques l'accès à tous les ports contrôlés par la France. Le système avait été mis en place l'hiver précédent par le décret de Berlin de Napoléon. Napoléon espérait qu'en coupant le commerce britannique avec l'Europe, il provoquerait un chaos financier et des bouleversements politiques au Royaume-Uni, ce qui lui permettrait de conclure une paix favorable. Il n'y avait qu'un seul problème. Le blocus continental ne fonctionna pas. Non seulement impossible à appliquer et miné par une contrebande généralisée, le système nuisit au commerce français autant qu'au commerce britannique. L'arme décisive dans cette guerre économique allait être la Royal Navy britannique, qui, cet été-là, assura sa domination navale en lançant une attaque préventive contre la flotte danoise neutre à Copenhague, capturant ses navires de guerre avant qu'ils ne tombent aux mains de Napoléon. Les escadrons de la Royal Navy avaient bloqué tous les principaux ports français, saisissant tous les navires qui faisaient du commerce avec la France, tout en veillant à ce que les marchands britanniques puissent continuer à commercer outre-mer dans une relative sécurité. La marine s'empara même de la minuscule île danoise d'Heligoland, qui servit de base à la contrebande de marchandises britanniques vers l'Europe. Mais ce qui fut le plus désastreux pour Napoléon, c'est que le blocus continental allait l'entraîner dans deux conflits qui allaient s'avérer ruineux pour son empire. Le premier se déroula dans la péninsule ibérique, où Napoléon décida de forcer le Portugal, allié de la Grande-Bretagne, à rejoindre le blocus continental. En novembre 1807, les troupes françaises, soutenues par leur allié espagnol, envahirent le pays. La famille royale portugaise s'enfuit dans sa colonie du Brésil, tandis que les Français occupèrent Lisbonne sans combattre. Napoléon semblait avoir remporté une victoire facile, mais la guerre d'indépendance espagnole ne faisait que commencer. À l'automne 1807, l'empereur français Napoléon Bonaparte domine l'Europe. Il a humilié l'Autriche et la Prusse et scellé une alliance avec la Russie. Parmi les grandes puissances, seul le Royaume-Uni le défie encore, à l'abri des invasions grâce à sa puissante marine. Napoléon a ordonné à tous les territoires contrôlés par la France ou ses alliés de cesser tout commerce avec le Royaume-Uni, ce que l'on appelle le blocus continental, dans le but de détruire l'économie britannique et de forcer son gouvernement à faire la paix. Mais le Portugal neutre avait continué à commercer avec son allié historique, le Royaume-Uni. Napoléon a donc envoyé une armée sous les ordres du général Junot pour occuper le pays et le forcer à rentrer dans le rang. L'invasion est soutenue par l'Espagne, alliée de la France. Même si, en privé, Napoléon méprise les dirigeants espagnols. La famille royale des Bourbons est décadente et corrompue. Le roi et le prince héritier se détestent, tandis que le pays est dirigé par le ministre en chef, Manuel Godoy, l'amant de la reine. Napoléon en conclut que l'Espagne est rétrograde, militairement faible et gouvernée de manière incompétente, et élabore un plan
pour prendre le contrôle du pays. Au printemps 1808, sous le prétexte de protéger l'Espagne contre les Britanniques, les troupes françaises prennent des positions stratégiques dans le pays. Les Espagnols considèrent la présence militaire française comme la dernière d'une longue série d'humiliations et tiennent le Premier ministre Manuel Godoy pour responsable. Des émeutes éclatent au palais d'Aranjuez et Godoy manque d'être lynché. Napoléon invite la famille royale espagnole, ainsi que Godoy, à se réfugier dans la ville française de Bayonne et envoie le maréchal Murat et 50 000 soldats pour rétablir l'ordre à Madrid. Mais le 2 mai 1808, le peuple madrilène se soulève contre les soldats de Murat. Cette révolte, immortalisée par l'artiste Francisco Goya, est connue sous le nom de révolte du Dos de Mayo. Cette scène montre des mamelouks de la garde impériale de Napoléon attaqués par les citoyens de Madrid. 100 soldats ont été tués. Les Français ont réagi sans pitié, abattant des dizaines de soldats dans les rues et en exécutant plus d'une centaine par peloton d'exécution. Pendant ce temps, à Bayonne, Napoléon contraint le roi Charles à abdiquer et confère le titre de roi d'Espagne à son propre frère, Joseph. Cet été-là, alors que Napoléon impose à l'Espagne une nouvelle constitution modernisatrice et que son frère Joseph entre à Madrid en tant que nouveau roi, les Espagnols réagissent avec fureur. Les Français n'étaient pas seulement des étrangers arrogants qui bafouaient leur honneur national, c'étaient aussi des athées impies qui, pendant la Révolution française, avaient rejeté le pape et l'Église catholique. Les prêtres ont averti les paysans que Napoléon était l'antéchrist en personne. Des révoltes éclatèrent dans tout le pays. L'armée espagnole est rejointe par des milices et des partisans qui attaquent les troupes françaises et tuent les collaborateurs. Les soldats français exercent des représailles sauvages. Aucune pitié n'est accordée. Les innombrables atrocités ont horrifié Francisco Goya et ont donné naissance à sa célèbre série des désastres de la guerre. Dans un premier temps, il semble que les Français écraseront facilement la révolte. Gérone, Valence et Saragosse sont assiégés par les troupes françaises, tandis que l'armée espagnole de Galice est mise en déroute par le maréchal Bessières à la bataille de Medina del Rio Seco. Mais 8 jours plus tard, alors que le général Dupont et 3 divisions françaises se retirent de Cordoue, ralentis par des chariots chargés de butin, elles sont encerclées à Bailén par l'armée d'Andalousie du général Castaños et contraintes de se rendre. Les Espagnols font 18 000 prisonniers français, dont près de la moitié mourront de faim. Bailén est une humiliation pour la France, sa première grande défaite depuis que Napoléon est devenu empereur. Les ennemis de la France dans toute l'Europe sont ravis. Napoléon est incandescent de fureur. La situation s'aggrave, les Portugais se joignent à la révolte, tandis que la résistance acharnée des Espagnols oblige les Français à abandonner les sièges de Valence, Gérone et Saragosse. Le nouveau roi d'Espagne, Joseph Bonaparte, est même contraint de fuir la capitale. Les Britanniques soutiennent la révolte, que les Espagnols qualifient désormais de guerre d'indépendance, en expédiant des armes à l'Espagne par l'intermédiaire de la Royal Navy. Le 1er août, une petite armée britannique, commandée par Sir Arthur Wesley, débarque au Portugal pour soutenir la révolte. Le 17 août, elle bat une petite force française à Rolissa. Puis 4 jours plus tard, l'armée principale de Junot à la bataille de Vimeiro. Mais le nouveau supérieur de Wellesley, Sir Hugh Dalrymple, accepte alors de rapatrier Junot et son armée en France, avec toutes leurs armes et leurs butins.
en utilisant des navires britanniques. Au Royaume-Uni, ces conditions généreuses furent considérées comme une honte et un scandale. Une enquête ultérieure disculpa Wellesley, le futur duc de Wellington, mais Dalrymple n'exerça plus jamais de commandement. Napoléon décida que le seul moyen de régler la situation en Espagne est de s'y rendre lui-même. Il rassemble 130 000 renforts, dont une grande partie de ses meilleures troupes. Et le 7 novembre, mène une seconde invasion de l'Espagne. La plupart des troupes espagnoles sont inexpérimentées, souvent mal équipées et mal commandées, et leurs armées n'ont pas de stratégie cohérente. Elles ne font pas le poids face à la grande armée, qui fait irruption à travers l'Èbre et inflige de lourdes défaites aux Espagnols à Burgos et à Tudela. À Tudela, le 3e corps du maréchal Lannes venge la défaite de Bailén en écrasant l'armée du général Castaños et en la laissant fuir dans 2 directions. Napoléon avance rapidement. Au nord de Madrid, 8000 Espagnols tiennent le col de Somosierra. Napoléon, impatient de percer vers la capitale, ordonne à la cavalerie légère polonaise de la garde d'avancer. Dans une attaque d'une bravoure presque suicidaire, ils chargent de front les canons espagnols et permettent aux Français de prendre le col. 4 jours plus tard, après que Napoléon eut menacé d'anéantir la ville, Madrid ouvrit ses portes à son armée. Ignorant le désastre qui engloutit les forces espagnoles, une armée britannique forte de 20 000 hommes, commandée par Sir John Moore, vient d'arriver à Salamanque après une marche de 480 km depuis Lisbonne, tandis qu'une autre force plus petite est en route depuis la Corogne. L'armée britannique est inexpérimentée, mais contrairement à la plupart des forces espagnoles, elle est bien entraînée, organisée et dirigée. Lorsque Moore apprend l'effondrement de l'Espagne, il prévoit néanmoins de détourner les forces françaises en attaquant le 2e corps isolé du maréchal Soult et en menaçant les communications de Napoléon avec Burgos et la France. À Sahagún, le 21 décembre, les 15e hussards britanniques avancent pendant la nuit dans le gel hivernal et attaquent à l'aube une brigade de cavalerie française qu'ils mettent en déroute en une seule charge. Mais alors que Moore prépare une attaque en règle contre le corps de Soult, il apprend que Napoléon avance rapidement vers lui, avec son armée principale depuis Madrid. Alors que 2 corps français, sous les ordres du maréchal Lannes, entament un second siège sanglant de Saragosse, Napoléon y voit l'occasion d'en découdre enfin avec les Britanniques. Dans l'intention de piéger Moore entre ses propres forces et le 2e corps de Soult, il fait passer ses troupes à marche forcée par le col glacé de Guadarrama, en plein blizzard. Moore, confronté à un rapport de force de plus de 2 contre 1, ordonne immédiatement la retraite, prévoyant de marcher 400 km jusqu'à la côte où son armée pourrait être évacuée par la Royal Navy. Pour les 2 camps, la course vers la mer est un parcours épuisant à travers les montagnes, la boue et le froid glacial. La discipline britannique s'effondre, entraînant pillage et ivrognerie, sauf dans l'arrière-garde, qui mène plusieurs actions de retardement habiles et tiennent les Français à distance. Les soldats du 95e régiment de fusiliers d'élite britannique ont joué un rôle important dans ces escarmouches. Ce régiment spécialisé dans l'infanterie légère portait des uniformes verts pour mieux se dissimuler et était l'une des rares unités, quel que soit le camp, à être armée de fusils. Contrairement aux mousquets standards à canon lisse, les fusils ont des rainures en spirale dans le canon qui font tourner la balle au moment du tir, ce qui les rend plus lents à charger, mais beaucoup plus précis.
Lors d'un incident légendaire survenu pendant la retraite de Moore à Cacabelos, le carabinier Tom Plunkett a repéré et abattu un général français à 400 mètres. Certains disent de plus loin. Grâce à l'habileté de l'arrière-garde et au rythme désespéré de la retraite, les Britanniques gardent une longueur d'avance sur les Français. La veille du Nouvel An, Napoléon reçoit de graves nouvelles de Paris. Des rumeurs de complot et l'Autriche qui se mobilise à nouveau pour la guerre. L'empereur part immédiatement pour la France, emmenant avec lui une grande partie de ses meilleures troupes, et confie au maréchal Soult et au 2e corps d'armée le soin d'achever les Britanniques. La poursuite continue, mais le 11 janvier 1809, l'armée en lambeaux de Moore atteint la Corogne. Pour l'armée épuisée de Sir John Moore, le port espagnol est synonyme de ravitaillement, de repos et de perspectives de sauvetage. Mais peu de navires étaient là pour les accueillir ce jour-là. Heureusement, les Britanniques avaient pu faire sauter des ponts derrière eux pour retarder l'arrivée du maréchal Soult. Et 3 jours plus tard, le 14 janvier, les transports navals arrivèrent, permettant à Moore de commencer à embarquer sa cavalerie et son artillerie. Mais dès le lendemain, l'armée de Soult apparaît sur les collines au sud de la Corogne, prenant position sur les hauteurs de Pagnasquedo, où elle installe sa principale batterie de canons. La moitié de l'armée de Moore se déploie en ligne défensive à 3 km au sud de la ville, avec 2 divisions en retrait pour protéger son flanc droit. Les 2 armées comptent environ 16 000 hommes. Les Français disposent de 4 régiments de dragons, tandis que la cavalerie britannique est déjà à bord des navires. Mais le terrain est accidenté, composé de murs, de haies et d'oliviers, et se prête guère à la cavalerie. Le plan de Soult consiste à attaquer le flanc droit des Britanniques et à piéger l'armée de Moore contre la mer. Vers 14 h, l'artillerie française ouvre le feu. La division d'infanterie de Mermet avance alors, soutenue par les dragons de Laoussaye sur sa gauche. Moore ne savait pas si Soult allait attaquer et venait d'ordonner à la division Paget de commencer l'embarquement. Il s'empresse d'annuler cet ordre, ordonnant à Paget de faire monter ses hommes pour renforcer son flanc ouvert, et à la division de Fraser de prendre position sur les hauteurs de Santa Margarita. Les Français avancent à travers les haies et les murs, sous les tirs nourris des tirailleurs des 2 camps. Les Britanniques contre-attaquent alors. Le 42e régiment Highlanders et le 50e régiment Foot foncent sur le village d'Elvinia et en chassent les Français. Mais dans des combats confus, ils sont à leur tour rapidement repoussés vers leur propre ligne. Sir John Moore était proche de la ligne de front, observant l'évolution de la situation et encourageant les officiers et les hommes. Mais alors qu'il ordonna à la brigade de la garde de renforcer la ligne, il est touché à l'épaule par un boulet de canon. Il resta conscient, mais il était évident que sa blessure était mortelle, et il fut ramené en ville. Soult envoya en avant la division Merle pour soutenir l'attaque sur Elvinia. Le général écossais, Sir John Hope, avait pris le commandement de l'armée britannique à la place de Moore, mourant, et il ordonna l'envoi de 2 bataillons d'infanterie pour faire face à l'attaque française. La division Paget, menée par les tirailleurs de la 95e brigade fusillée, arrive alors pour renforcer le flanc droit britannique. Le terrain est si mauvais pour les chevaux que les dragons français choisissent de descendre de chevaux et de combattre à pied. Mais ils sont lentement repoussés par les Britanniques. L'avance de Paget menace le flanc de l'attaque de Mermet sur Elvinia, qui est lui aussi contraint de se retirer. Tandis qu'une attaque sur la droite par l'infanterie de Delaborde prend pied dans le village de Piedralonga, mais s'enlise dans de violentes escarmouches. Vers 18 h, le crépuscule tombe et les tirs s'éteignent sur le champ de bataille. La nouvelle que la ligne britannique avait tenue est parvenue à Moore peu de temps avant sa mort à la Corogne, vers 20 h. Cette nuit-là, les Britanniques allument des feux de camp
et poste des sentinelles, puis se retire silencieusement vers la Corogne pour commencer l'embarquement. Le lendemain matin, les Français trouvent les positions ennemies abandonnées. Mais ils tardent à prendre l'avantage. Ce n'est qu'à midi qu'ils parviennent à faire monter 6 canons et à les mettre en position pour surplomber la baie de Corogne. Les Britanniques ont presque terminé leur évacuation lorsque les canons français ouvrent le feu. Lors d'un départ précipité, quelques transports britanniques s'échouent et 2 sont incendiés. Mais dans l'ensemble, les pertes sont légères. Une petite garnison espagnole tient la Corogne, attendant que la flotte britannique ait pris la mer, avant de se rendre. La question de savoir si la retraite de Moore vers la Corogne a été un désastre britannique ou une évacuation miraculeuse est toujours débattue. A-t-il abandonné l'Espagne au moment où elle en avait le plus besoin, ou a-t-il attiré la principale force de Napoléon, permettant ainsi à d'autres de gagner du temps? Quoi qu'il en soit, la seule armée britannique a été sauvée et reviendra se battre un autre jour. Napoléon, quant à lui, est désormais confronté à la perspective d'une longue guerre dans la péninsule ibérique et d'un nouveau conflit avec l'Autriche. Une guerre sur 2 fronts qui mettra son empire à rude épreuve, comme il ne l'a jamais fait auparavant. Napoléon a commis une erreur en Espagne, mais il faudra attendre des années avant que l'ampleur de son erreur ne soit évidente. C'est alors qu'il dira « J'embarquais fort mal toute cette affaire, je le confesse. L'immoralité dut se montrer par trop patente, l'injustice par trop cynique, et le tout demeure fort vilain. » En 1809, la France, sous Napoléon Bonaparte, était la nation la plus puissante d'Europe. Mais l'invasion de l'Espagne et du Portugal par l'empereur français l'année précédente n'avait pas permis à l'empereur de remporter la victoire facile qu'il espérait. Et avec la plupart des meilleures troupes et commandants de Napoléon désormais bloqués en Espagne, un vieil ennemi s'apprête à défier la France une fois de plus. L'Autriche se préparait à la guerre avec la France depuis sa dernière défaite humiliante à Austerlitz en 1805. Avec Napoléon occupé en Espagne et la promesse britannique d'une aide financière importante ainsi que d'une attaque de soutien dans le nord de l'Europe, le moment semblait idéal pour frapper. Cette fois, les armées autrichiennes seront dirigées par l'archiduc Charles, le frère cadet de l'empereur François. À 37 ans, il avait 2 ans de moins que Napoléon, mais avait déjà 15 ans d'expérience militaire et de haut commandement. Il savait tirer les leçons des défaites passées. Il avait commencé à réformer l'armée autrichienne sur le modèle français, en copiant le système de corps de Napoléon et en introduisant de nouvelles tactiques d'infanterie. Au cours des guerres napoléoniennes, l'infanterie combattait en ordre serré, regroupée, épaule contre épaule. Mais pourquoi représenter une cible si facile pour l'ennemi? Tout d'abord, le commandement et le contrôle. Avant la radio, les ordres devaient être relayés par des ordres criés, des tambours ou des clairons. Une tâche déjà difficile dans la fumée et le vacarme de la bataille, mais presque impossible si les troupes étaient dispersées. Deuxièmement, la puissance de feu. Les mousquets à canon lisse étaient imprécis au-delà d'environ 80 mètres. Donc les tirs de volée, en masse, était le meilleur moyen d'infliger des dommages physiques et psychologiques à l'ennemi. Troisièmement, le moral. Les soldats étaient beaucoup plus disposés à avancer dans le danger ou de tenir la ligne s'ils le faisaient ensemble en tant qu'unité, en s'encourageant mutuellement. Quatrièmement, la défense contre la cavalerie. L'infanterie dispersée était une cible facile pour les cavaliers. Ce n'est qu'en restant unis qu'ils pouvaient la combattre. L'unité tactique de base de l'infanterie était le bataillon. Un bataillon de ligne français comptait, en théorie, 840 hommes,
mais en pratique, plus près de 5 à 600. Notre exemple ici compte 605 hommes, un effectif typique pour un bataillon en campagne. Les hommes étaient répartis en 6 compagnies. 4 compagnies de fusiliers et 2 autres compagnies sur les flancs. À droite, les grenadiers, composés des hommes les plus grands et les plus forts, souvent détachés pour former des unités d'élite entièrement composées de grenadiers. Et à gauche, les voltigeurs, une infanterie légère spécialisée, utilisée pour les escarmouches devant le bataillon. Les tirailleurs se déplaçaient de manière indépendante et tiraient à volonté pour harceler et déstabiliser l'ennemi, tout en empêchant les tirailleurs ennemis d'effectuer la même tâche. La plupart des armées disposaient également d'unités d'infanterie légère spécialisées pour ce rôle, comme les 95e Rifles britanniques, les chasseurs à pied français et les bataillons de chasseurs autrichiens et prussiens. La formation traditionnelle sur le champ de bataille était la ligne. Toutes les compagnies se formaient les unes à côté des autres, sur 3 rangs de profondeur. La formation en ligne maximisait le nombre d'hommes qui pouvaient tirer avec leurs mousquets sur l'ennemi, tout en limitant les pertes dues aux tirs d'artillerie. Mais elle était extrêmement vulnérable à la cavalerie, si elle pouvait être débordée. Et même pour des troupes bien entraînées, il était difficile de maintenir la ligne droite tout en avançant sur un terrain accidenté. Ainsi, pour les manœuvres et les attaques, les bataillons formaient généralement une colonne de division. Il s'agissait d'une formation plus flexible qui permettait aux bataillons d'avancer rapidement, même si elle représentait une cible plus grande pour les canons ennemis, tirant des boulets de canon solides qui pouvaient traverser plusieurs rangs, et beaucoup moins d'hommes pouvaient tirer avec leurs mousquets sur l'ennemi. Théoriquement, le bataillon devait donc se déployer en ligne avant d'atteindre l'ennemi. Mais effectuer cette lente manœuvre sous le feu n'était pas toujours possible ou judicieux. Donc certains commandants gardaient leurs hommes en colonne, comptant sur l'élan pour briser la ligne ennemie. C'était une tactique risquée qui fonctionnait souvent contre des troupes inexpérimentées, mais qui entraînait de lourdes pertes face à une infanterie mieux entraînée, comme les tuniques rouges britanniques. Une colonne pouvait être rapidement fermée pour se protéger de la cavalerie, ou si le temps le permettait, pouvait former un carré. Avec des baïonnettes au canon, le bataillon formait une défense tous azimuts, qui ressemblait souvent davantage à un rectangle. La cavalerie ennemie pouvait encercler le bataillon, mais pas le percer, car les chevaux ne chargeaient pas un solide mur d'hommes et d'acier. Mais un carré d'infanterie était extrêmement vulnérable aux tirs d'artillerie et ne pouvait se déplacer que très lentement. Passer rapidement et sans à-coups d'une formation à une autre, surtout sous le feu, exigeait de l'entraînement, de la pratique et de l'expérience. En 1809, l'armée autrichienne commença à utiliser la formation de masse de bataillons, rudimentaire mais plus adaptée aux conscrits formés à la hâte. Il s'agissait d'une colonne dense, avec une puissance de feu limitée et une grande vulnérabilité aux canons ennemis. Mais elle pouvait rapidement se rapprocher et repousser la cavalerie en utilisant le même principe que le carré, mais sans l'exercice complexe, et était beaucoup plus manœuvrable. Napoléon, averti par ses espions que l'Autriche se préparait à la guerre, quitta l'Espagne et se précipita vers Paris, où il arriva le 24 janvier 1809. L'armée française en Allemagne, commandée par le maréchal Berthier, avait besoin de renforts urgents. Napoléon fit donc venir des unités d'Espagne, appela de jeunes conscrits et des soldats de ses alliés allemands de la Confédération du Rhin. La Grande Armée n'était plus l'instrument bien rodé de 1805. Mais avec Napoléon à sa tête, elle restait une force redoutable. L'archiduc Charles ordonna des attaques de diversion en Pologne et dans le nord de l'Italie, mais lança sa principale attaque contre l'allié de la France, la Bavière, le 10 avril. Elle survint une semaine plus tôt que prévu par Napoléon et prit l'empereur français par surprise. Charles comptait sur une avance rapide, mais un changement de plan de dernière minute, des pluies torrentielles et un train de bagages lent ralentirent considérablement la progression. Le maréchal Berthier était un brillant chef d'état-major de Napoléon,
mais un commandant de terrain indécis. Ses forces étaient trop dispersées, et le 3e corps du maréchal Davout était dangereusement isolé à Ratisbonne. Charles ordonna à son corps de converger et de le détruire. Mais le 17 avril, Napoléon arriva à Donauwörth pour prendre le commandement. Il ordonna immédiatement à Davout de se retirer de sa position exposée. Il était trop tard pour qu'il puisse s'échapper sans combattre. Le 3e corps de Davout était l'un des meilleurs de la Grande Armée. Et au cours d'une bataille rapide à travers des collines boisées, les héros d'Auerstedt repoussèrent les Autrichiens. Malgré l'héroïsme du général-major Liechtenstein, grièvement blessé, menant ses troupes en avant. Le 3e corps échappa à l'encerclement. La bataille de Teugn-Hausen marqua le début de la soi-disant campagne des 4 jours de Napoléon. Il utilisa d'abord le 7e corps bavarois du général Lefebvre, ainsi qu'un corps provisoire sous le commandement du maréchal Lannes, pour enfoncer un coin dans l'armée autrichienne. Puis, il poursuivit son aile gauche vers Landshut, croyant suivre l'armée autrichienne principale. Les troupes françaises et leurs alliés allemands prirent d'assaut le pont de la ville et remportèrent une victoire durement gagnée. Mais Napoléon se rendit compte que l'archiduc Charles n'était pas à Landshut et qu'une fois de plus, il avait laissé le maréchal Davout affronter la principale force ennemie. Envoyant le maréchal Bessières à la poursuite de l'aile gauche autrichienne, Napoléon se dirigea vers le nord et tomba sur le 4e corps autrichien à Eckmühl. Les Français et leurs alliés allemands remportèrent 4 victoires en 4 jours. Mais la force principale de Charles était toujours intacte, et espérant la conserver, il ordonna une retraite rapide à travers le Danube. Les Français poursuivirent et prirent d'assaut la ville fortifiée de Ratisbonne et son pont de pierre vital. Napoléon confia l'assaut au maréchal Lannes. Lorsque l'attaque échoua, Lannes menaça de mener lui-même la charge suivante, et ses hommes, convenablement réprimandés, prirent la ville. Pendant le siège, Napoléon fut touché au pied par une balle perdue, ce qui suscita l'inquiétude générale, mais il s'avéra qu'il s'agissait d'une blessure superficielle. La résistance obstinée des Autrichiens avait permis à l'archiduc Charles et à son armée de s'échapper en traversant le Danube. Napoléon avait coupé l'armée autrichienne en 2, mais les 2 sections se retirèrent alors en bon ordre vers Vienne. Napoléon mena ses forces à la poursuite, détachant le corps bavarois de Lefebvre pour faire face à une révolte populaire au Tyrol. Le 3e ainsi que le 8e corps wurtembergois permit de garder sa ligne de communication. Charles choisit de ne pas défendre la capitale, qui capitula le 13 mai après un bref bombardement. Au lieu de cela, Charles et l'armée autrichienne se mirent en embuscade de l'autre côté du Danube. Napoléon n'avait plus que 80 000 hommes, face à 110 000 Autrichiens. L'armée de Charles s'était battue vaillamment et efficacement tout au long de la campagne, mais Napoléon avait toujours une piètre opinion des troupes autrichiennes et décida d'attaquer. Dans la nuit du 20 mai, les ingénieurs français construisirent à la hâte une série de ponts flottants entre les îles fluviales du Danube. Et les troupes françaises commencèrent à traverser. À midi le lendemain, Napoléon avait fait traverser le fleuve à la majeure partie du 4e corps de Masséna et à sa cavalerie, environ 24 000 hommes et 40 canons, tenant les villages d'Aspern et d'Essling. Napoléon s'attendait à ce que les Autrichiens se retirent une fois de plus et qu'ils n'auraient qu'à se battre contre une arrière-garde. Mais des rapports arrivèrent bientôt, selon lesquels toute l'armée autrichienne avançait contre lui, en 5 colonnes d'attaque, 90 000 hommes et 300 canons. La situation s'aggrava encore. Les Autrichiens commencèrent à faire flotter de lourdes barges et des obstacles sur la rivière afin de briser le fragile pont français. À chaque fois,
la seule voie d'approvisionnement de Napoléon était coupée pendant plusieurs heures, ce qui entraînait des retards critiques dans l'arrivée des renforts et des munitions. La bataille commença vers 14h45, lorsque l'infanterie de la première colonne autrichienne attaqua Aspern. Le village fut bientôt attaqué de 3 côtés. La garnison française du général Molitor s'accrocha désespérément, se battant au corps à corps dans les rues et subissant 50% de pertes. Pour soutenir les défenseurs d'Aspern, Napoléon ordonna à la cavalerie de charger la 3e colonne autrichienne. Mais malheureusement, elle ne put la percer, enfermée dans sa formation de masse de bataillons. À 18h, l'archiduc Charles ordonna à la 2e colonne du général Bellegarde de prendre Aspern à tout prix. Charles lui-même chevauchait parmi les premiers rangs, poussant les hommes à avancer. Après des combats féroces, les Autrichiens prirent le village. Napoléon envoya immédiatement des renforts pour reprendre la ville. À peu près au même moment, la 4e colonne autrichienne lança son attaque sur le village d'Essling, que défend le maréchal Lannes, en attendant que son propre corps traverse le Danube. Le premier assaut autrichien est repoussé. Le commandant de la cavalerie française, le général d'Espagne, mena ses cuirassés dans une poursuite féroce, mais est frappé par la mitraille et meurt de ses blessures. Vers 21h, la 5e colonne autrichienne arriva enfin en position et lança sa première attaque contre Essling, qui est repoussée par les troupes de Lannes. À la tombée de la nuit, les tirs cessèrent sur le champ de bataille et les hommes se reposèrent autant qu'ils le pouvaient parmi les morts et les blessés. Pendant la nuit, le 2e corps et la garde impériale traversèrent le Danube pour renforcer l'armée de Napoléon, qui comptait alors 71 000 hommes et 150 canons. Mais le pont céda à nouveau, laissant le 3e corps de Davout toujours isolé du mauvais côté de la rivière. Napoléon décida néanmoins d'attaquer, utilisant le 2e corps pour briser le centre autrichien. Mais pour cela, il fallait d'abord reprendre Aspern. De violents combats éclatèrent dans le village avant l'aube. À 7h du matin, le village était de nouveau aux mains des Français. À Essling, de nouvelles attaques autrichiennes furent repoussées par la cavalerie du général Lassalle et des unités de la Jeune Garde. Les 2 flancs étant sécurisés, Napoléon lança son attaque principale au centre, avec le 2e corps de Lannes. Les canons autrichiens crachèrent leur feu sur les rangs français qui avançaient. Le général Saint-Hilaire, qui menait l'attaque, un héros d'Austerlitz et de Iéna, eut le pied arraché, une blessure qui s'avéra mortelle. L'archiduc Charles envoya sa réserve de grenadiers en avant pour renforcer la ligne. L'infanterie française, sous un feu torrentiel, commença à reculer. À ce moment critique, le pont français sur le Danube fut à nouveau rompu, interrompant le flux vital de renforts et de munitions pour l'armée de Napoléon. À 14h, les Français avaient été chassés d'Aspern une fois de plus. De violents combats continuèrent à Essling, qui fut brièvement capturé par les Autrichiens, puis repris par la Jeune Garde. Napoléon savait que son armée ne pouvait plus rien faire. À 16h, il ordonna à sa cavalerie épuisée de lancer une dernière charge pour écarter l'ennemi, puis donna l'ordre de se retirer. L'archiduc Charles, dont la propre armée avait subi d'énormes pertes et manquait de munitions, se contenta de regarder les Français se retirer vers l'île de Lobau. Dans les derniers instants de la bataille, le maréchal Lannes, l'un des meilleurs commandants et ami le plus proche de Napoléon, fut touché par un boulet de canon qui lui brisa les 2 jambes. Il mourut de ses blessures une semaine plus tard. Ce fut un coup dur pour l'empereur.
La bataille d'Aspern-Essling, qui dura 2 jours, fut la première défaite majeure de Napoléon, causée par son excès de confiance et sa planification hâtive. Les 2 camps subirent de lourdes pertes, et Napoléon évita un désastre bien plus grand, uniquement grâce à l'épuisement de l'armée autrichienne. L'empereur français avait appris à respecter les Autrichiens. Sous le commandement de l'archiduc Charles, ils avaient combattu avec courage, plus de confiance et d'organisation, et un commandement nettement meilleur qu'avant. Quelques jours après sa défaite, Napoléon convoqua des renforts pour le rejoindre sur le Danube et se mit à préparer sa revanche. En mai 1809, les Autrichiens avaient vaincu l'armée de Napoléon lors de la sanglante bataille d'Aspern. Ses ennemis prirent courage. Après des années de domination militaire française, il semblait enfin que le vent avait tourné. 3 semaines plus tard, le pape Pie VII excommunia Napoléon pour avoir annexé des terres pontificales. Un autre coup de propagande pour ses ennemis. Mais au lendemain de sa victoire, l'Autriche hésitait, ne sachant pas si elle devait rechercher la paix ou continuer la guerre. Alors que Napoléon répondait avec un ouragan d'activité, il appela des renforts pour le rejoindre à Vienne. L'armée d'Italie, commandée par son beau-fils Eugène de Beauharnais, et le 11e corps du maréchal Marmont, qui avaient ensemble chassé l'armée autrichienne de l'archiduc Jean du nord de l'Italie, ainsi que le 9e corps saxon du maréchal Bernadotte. L'armée de Napoléon passa de 90 000 hommes à 164 000 hommes et 544 canons. Ceci afin d'affronter l'armée de Charles, composée de 120 000 hommes et de 414 canons. 6 semaines après sa première défaite, Napoléon ordonna à son armée de traverser de nouveau le fleuve. Cette fois, ses ingénieurs avaient construit des ponts solides sur le Danube pour éviter que ne se reproduise le désastre d'Aspern. Pour l'armée française, déclara Napoléon, le Danube n'existe plus. Le décor était planté pour la plus grande bataille de l'histoire européenne. Le soir du 4 juillet, sous une pluie battante, les Français commencèrent à traverser depuis l'île de Lebau, non pas vers les villages dévastés d'Aspern et d'Essling, mais vers l'est en direction de Groß-Enzersdorf, qui fut bientôt incendié par les obus français. L'archiduc Charles n'avait posté qu'une petite avant-garde pour retarder les Français. À l'aube, le 4e corps de Masséna et le 2e corps d'Oudinot repoussèrent ses troupes, gagnant de l'espace pour que l'armée française puisse se déployer. À 13h, Napoléon était prêt à commencer sa marche sur 10 km de champs de maïs plats en direction de la position principale autrichienne. Un plateau, connu sous le nom de Wagram, à 100 mètres derrière le ruisseau Rousbach. Tandis que la cavalerie légère du général Lassalle et le 4e corps de Masséna se dirigent vers la gauche pour protéger le flanc, le 2e corps d'Oudinot et le 3e corps de Davout avançaient sur Wagram. Le corps saxon de Bernadotte et l'armée d'Italie d'Eugène occupaient le centre. À 18h, incertain de la force de l'ennemi, Napoléon ordonna un assaut à grande échelle contre le plateau de Wagram. Mais ses troupes rencontrèrent une résistance autrichienne déterminée le long de la ligne. À la tombée de la nuit, le 9e corps saxon avait pénétré dans le village de Deutsche Wagram. L'infanterie saxonne portait des uniformes blancs, comme les Autrichiens. Et à la tombée de la nuit, elle fut prise pour l'ennemi et essuya le feu des unités amies. Les Saxons paniquèrent et s'enfuirent avec de lourdes pertes. La tentative de percée rapide de Napoléon avait échoué. Cette nuit-là, les 2 armées dormirent à la belle étoile, tandis que Charles et Napoléon préparaient leurs prochaines actions.
Le deuxième jour, Napoléon prévoyait que le 3e corps de Davout mènerait l'attaque, en enroulant le flanc autrichien, tandis que ses autres corps immobiliseraient l'ennemi par des attaques locales. Mais à la grande fureur de l'empereur, il apprit que dans la nuit, sans ordre, le maréchal Bernadotte avait retiré ses Saxons battus d'Aderklaa, que les Autrichiens occupaient désormais. Aderklaa était un point fort crucial au centre du champ de bataille. Napoléon donna l'ordre de le reprendre immédiatement, mais l'attaque française et saxonne échoua, entraînant de lourdes pertes. Les Autrichiens avaient leurs propres problèmes. L'archiduc Charles, sachant qu'il faisait face à un ennemi supérieur, avait décidé que sa seule chance de victoire résidait dans une attaque générale à l'aube. Il comptait sur son frère, l'archiduc Champ, pour le rejoindre avec 13 000 hommes en renfort, à temps pour soutenir l'attaque sur la gauche. Mais à l'aube, il n'y avait toujours aucun signe de lui. De plus, alors que le 4e corps lançait son assaut sur Grosshaufen à l'heure prévue, le 3e corps, qui avait reçu ses ordres en retard, était encore en train de se mettre en position, retenant toute l'aile droite autrichienne. Charles dut dire au 4e corps d'abandonner son attaque sans soutien, jusqu'à ce que les autres corps soient prêts. Les Autrichiens étant paralysés par les retards, Davout lança son attaque à 10 h du matin. Une bataille d'infanterie féroce éclata dans le village de Markgrafneusiedl, tandis que dans les champs, les dragons et les hussards se livraient une bataille de cavalerie géante et tourbillonnante, chaque camp essayant de déborder l'autre. Le corps de Davout prit le village, mais ne put empêcher les Autrichiens de se retirer vers une nouvelle position solide sur l'escarpement de Wagram. Entre-temps, une menace sérieuse s'était développée sur le flanc gauche et l'arrière de Napoléon. Le 6e corps de Klenau avait repoussé les Français en infériorité numérique, certaines unités avançant jusqu'à Essling, dangereusement proche des points de passage fluviaux vitaux pour Napoléon. Napoléon avait un besoin urgent de renforcer son flanc gauche, mais il était également déterminé à conserver ses réserves pour une attaque décisive. Il ordonna donc au 4e corps de Masséna de traverser le champ de bataille et de renforcer la gauche. Un redéploiement aussi massif, juste devant l'ennemi, était très risqué. Le maréchal Bessières reçut donc l'ordre de mener une attaque de cavalerie directement contre le centre ennemi. Les pertes furent élevées. Même le maréchal Bessières eut son cheval tué sous lui, au grand désarroi de ses hommes. Mais l'ennemi fut retenu sur place, tandis que le 4e corps achevait son redéploiement et forçait le corps de Klenau à se replier. Napoléon rassembla alors une grande batterie de plus de 80 canons au centre du champ de bataille. C'était l'une des tactiques de prédilection de Napoléon, une concentration d'artillerie pour détruire la ligne ennemie et ouvrir la voie à une attaque française décisive. La grande batterie tira environ 15 000 coups, incendiant les champs de maïs. Vers 13 h, Napoléon ordonna une attaque générale, alors que Davout continuait à attaquer le flanc ennemi. Le 4e corps avancerait sur la gauche, le 2e corps sur la droite. Au centre, le maréchal MacDonald mènerait 8 000 hommes de l'armée d'Italie, formés en un gigantesque carré à 3 côtés, pour sécuriser ses flancs. Mais malgré la terrible canonnade française, le 3e corps autrichien et les grenadiers de réserve répondirent à l'avancée française par un feu torrentiel. Le gigantesque carré de MacDonald fut mis en pièces, ses hommes fauchés en masse par les tirs de canon, et l'attaque fut interrompue. Mais l'armée autrichienne, battue par les attaques françaises incessantes, était près de rompre. Toutes les parties de la ligne étaient sous la pression des Français. L'archiduc Charles, déterminé avant tout à garder son armée intacte, ordonna la retraite. La retraite autrichienne fut disciplinée et bien exécutée. Napoléon remporta sa victoire. Mais son armée
était si brisée par la fatigue et les lourdes pertes qu'elle fut incapable de lancer une poursuite efficace. La bataille de Wagram fut un combat brutal, la plus grande et la plus sanglante bataille jamais vue dans l'histoire européenne. La victoire française eut un coup sans précédent. On estime à 37 500 le nombre de victimes, contre 41 500 Autrichiens. 4 jours plus tard, les troupes françaises rattrapèrent les Autrichiens en retraite à Znaim. Alors que les combats s'intensifiaient, Charles savait qu'il ne pourrait pas résister une deuxième fois aux Français et demanda un cessez-le-feu. Mais il n'avait pas consulté son frère aîné, l'empereur François, qui était furieux lorsqu'il apprit la nouvelle, notamment parce que le soutien britannique tant attendu était enfin en route. 3 semaines après la bataille de Znaim, la plus grande force amphibie jamais assemblée par la Grande-Bretagne, 35 navires de ligne et 39 000 soldats débarquèrent sur l'île de Walcheren, sur l'estuaire de l'Escaut. Son objectif était de détruire les navires et les approvisionnements navals français. Mais après le succès du bombardement et la prise de Vlissingen, les commandants britanniques laissèrent échapper l'initiative. Leurs forces furent bloquées par les troupes françaises sur la côte marécageuse des Pays-Bas, où elles furent décimées par la fièvre et la dysenterie. Environ 4000 hommes moururent. Beaucoup d'autres devinrent invalides à vie. Les survivants furent évacués vers l'Angleterre en décembre. L'empereur François, informé de la débâcle britannique et persuadé par ses généraux que l'Autriche ne pouvait plus se battre, fit la paix avec Napoléon. En octobre, l'Autriche signa le traité de Schönbrunn, cédant des territoires à l'Empire français, à la Bavière, à la Saxe, au duché de Varsovie et à la Russie. Au total, l'Empire autrichien fut dépouillé de 3,5 millions de sujets, contraint de payer une indemnité, de limiter son armée à 150 000 hommes et de rejoindre le système continental de Napoléon, ce qui signifiait mettre fin à tout commerce avec les navires et les marchands britanniques. L'archiduc Charles, quant à lui, l'un des adversaires les plus aguerris de Napoléon, s'était tellement brouillé avec son frère, l'empereur François, qu'il n'eut plus jamais de commandement actif. Napoléon avait remporté une nouvelle victoire écrasante, mais des signes inquiétants se présentaient pour l'empereur français. Ses ennemis apprenaient de ses tactiques, tandis qu'il allait devoir de plus en plus compter sur des jeunes conscrits pour combler les vides laissés par les vétérans tués ou blessés en campagne. Peu de gens auraient pu le deviner en 1809, mais Napoléon venait de mener sa dernière campagne victorieuse.